Dans le vif du sujet avec Bob Moran du coup. Et je vais commencer avec une question, on va dire la plus simple. Non, même pas du tout, parce que je parle de. En fait, je me suis posé la question en lisant les nouvelles aventures de Bob Moran. Qu'est-ce que symbolisait pour toi, scénariste, ce personnage aujourd'hui en 2015, maintenant en 2016, dans son actu? Parce que c'est un personnage qui a son histoire, qui est un peu le patriote, un peu par excellence, mais notre Captain America à nous presque. Et du coup, je me demandais, comme ça, mais... et du coup, je me demandais quel était, tu vois, symboliquement, ce qu'on pouvait ressentir sur ce personnage aujourd'hui. En fait, il y a deux parties à ta question. Pour moi, en tant que scénariste, ça représente une opportunité incroyable de me voir confier avec mon co-scénariste un personnage aussi emblématique. C'est quelque chose, alors que moi ça fait 6 ans que je fais du scénario, je suis toujours encore surpris qu'on m'ait confié ce personnage-là qui est si immense, quoi. Après, plus ce qu'il représente lui, disons, moi ce qui m'intéressait, c'est un personnage qui a vécu beaucoup d'aventures, mais qui du coup on le connaît pas très bien en fait. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il fait, on voit tous les gens qu'il rencontre, ses aventures, etc. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il est vraiment, quel questionnement il a personnellement, on ne sait pas trop. Et nous, on est vraiment parti là-dessus avec Luc sur, qu'est-ce que 21e siècle, qu'est-ce que c'est qu'être un héros, quoi. Bonjour Dimitri. Et bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois, je crois, qu'on fait une interview avec le Lombard et on avait du coup Aurélien Ducoudray avec nous juste avant. Ouais. Du coup, on va commencer par parler de Bob Moran, évidemment. Première question qui me vient à l'esprit, puisque n'ayant pas forcément la culture franco-belge qui fait que je suis un aficionado de Bob Moran au départ, j'ai été moi-même hyper surpris de te retrouver, toi et Aurélien en l'occurrence, deux jeunes artistes hyper dynamiques qui voyagent pas mal chez les éditeurs. Toi, tu as fait du comic book, tu es un de ces surdoués de l'école Pivot. Et j'en passe. Et comment du coup tu te retrouves toi, Dimitri Armand, à accepter un projet tel que Bob Moran Renaissance et se dire vas-y, le reboot de Bob Moran, je le sens bien là? Eh ben en fait c'est à cause de mon éditeur. Ok. Mais qui fait, et encore une fois je dis pas ça parce qu'on est dans leur stand, mais qui fait du très bon boulot. En fait après, avant j'ai fait Angor chez Soleil, qui est une série d'Heroic Fantasy. Et j'avais envie de faire complètement autre chose. Et donc ils m'ont proposé dans un premier temps donc le western en album de transition, puis en nouvelle série ils m'ont proposé Bob Moran. Donc sur le coup j'étais super dubitatif parce que connaissant un petit peu Bob Moran graphiquement, je me dis mais du coup pourquoi moi, parce qu'en fait c'est pas du tout ce que je fais graphiquement. Et en fait il m'a très vite rassuré en me disant que c'était eux, ils voulaient faire vraiment une nouvelle version, quoi, un reboot si on peut dire de Bob Moran. Ça fait un peu gros mot dans le franco-belge, mais bon voilà, c'est un peu l'idée. On va dire un relaunch alors, ça fait au moins gros. Ouais, un relaunch, un reboot. Et donc bref, il m'a envoyé le scénario, le pitch, on va dire, du tome 1 de Luc et Aurélien. Et j'ai vraiment adhéré en fait à leur écriture, à ce qu'ils proposaient. Et surtout, à la fin du pitch, il y avait quand même pas mal d'albums suivants qui étaient pitchés. Donc je savais que c'était des mecs qui voulaient vraiment raconter quelque chose, qui savaient où ils allaient. Et c'est super rassurant parce que je trouve que ça peut être un peu la crainte sur une série, c'est en gros des mecs qui ont une super idée au départ, mais il y a juste la super idée du départ. Et la suite, ça... Voilà. Et du coup, là, ça m'a vachement rassuré. Et en fait, sans en parler à l'éditeur, ils m'ont contacté pour qu'on fasse connaissance. Et en fait, ça s'est super bien passé. On a vu qu'on avait une approche assez similaire de ce qu'on avait envie de raconter une histoire par le biais avant tout des personnages plus que de l'histoire en elle-même. Et ça s'est bien passé. J'ai fait des recherches en fait dans un premier temps de personnages. Et il y a la recherche de Bill Ballantine qui a été révélatrice, on va dire, parce que je pense que c'est là qu'ils ont vu. Moi, je venais vraiment pas pour faire un ersatz de ce qui existait déjà. J'avais vraiment envie de recréer les personnages. Et je pense que ça a parlé à Luc et Aurélien, ça a plu à l'éditeur, donc à Gauthier.
Et je crois que c'est là qu'on s'est dit qu'on ferait une équipe plutôt sympa. En tout cas, on a envie de bosser ensemble sur ce nouveau Bob Moran. Justement, comment vous avez fait avec Luc pour moderniser ce personnage? Alors le terme est peut-être un peu barbare, mais du coup je me demandais quel était... parce que c'est quand même assez périlleux d'avoir un personnage comme ça aujourd'hui. Ça aurait pu être casse-gueule, moi je trouve que vous en tirez très bien. Et du coup je me demandais par où était passé le processus de modernisation. Mais en fait, je crois qu'on ne s'est pas tellement posé la question de comment on allait le moderniser. On avait plein de questions sur des sujets actuels et on avait envie de réponses, et ce personnage c'est un vecteur parfait, quoi. C'est-à-dire que c'est le personnage qui va se prendre toutes les questions en pleine gueule, c'est lui qui va souffrir, c'est presque un corps en fait qui se prend des coups, et voyons voir comment il réagit, quoi. Avec Luc, on a plein de questions par rapport à la géopolitique actuelle, des préoccupations sociales et même des préoccupations technologiques par rapport au futur, et ce personnage-là c'est un vecteur absolument parfait. Après, pour nous c'est pas juste un vecteur, c'est-à-dire que c'est pas un personnage transparent qui traverse et il lui arrive des trucs. Nous on voulait qu'il lui arrive des choses, mais que du coup ça le change, ça le transforme et qu'il devienne quelque chose, quoi. Les 2 premières histoires, c'est plus on explique plus au lecteur, voici comment ce type qui pour l'instant n'est pas encore Bob Moran va devenir Bob Moran, va devenir un vrai héros. Ou pas. Tu connaissais bien la mythologie Bob Moran avant? C'était quelque chose que tu lisais en étant un jeune lecteur de BD ou... Absolument pas. Parce que sur notre génération, ça va peut-être paraître un petit peu... Indochine. Péjoratif de ma part de dire ça, mais c'est vrai que à part une chanson d'Indochine, si tu veux, Bob Moran, pour les moins de 30 ans, j'ai envie de dire, c'est pas forcément non plus un héros culte et incontournable de la BD à aller chercher en premier. Tu vois, même un Largo, qui est à peu près dans les mêmes âges, moi, c'est un parcours de vie, j'en sais rien, mais m'est paru beaucoup plus évident en fait à aborder pour connaître les classiques du franco-belge, quoi. Au niveau des ventes, je pense que c'est plus intéressant de reprendre Largo Winch que Bob Moran déjà. Mais non, en fait, le truc, c'est que justement, Largo Winch, c'est un héros qui existe encore, qui est vivant, où tous ces héros-là qu'on connaît, ils sont encore actuels, ils vendent énormément, enfin, il y a un vrai succès. Bob Moran, c'est un héros que tout le monde connaît, mais en bande dessinée, ça se vend plus. C'est une BD, en fait, qui est restée ancrée dans son époque de création. Et donc, c'est très bien, mais je pense que les gens n'ont plus forcément envie de lire ça, en masse. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément ce qui va intéresser globalement. Et surtout, là où dans le comics il y a vraiment cette culture de relancer les personnages, en France on est beaucoup plus frileux là-dessus. Et donc entre l'extrême des États-Unis où ils relancent tout tous les 6 mois et la France où dès qu'on touche un personnage on se prend des cailloux, on se dit ça serait peut-être pas mal quand même de reprendre Bob Moran, parce que c'est un personnage qui est vraiment passionnant, parce que c'est une sorte de cliché, mais au sens propre, enfin pas le côté péjoratif. Au sens un peu noble du terme, ouais. Oui, voilà. C'est un parangon de personnage justice héroïque avec des valeurs très, très positives. Et c'est un personnage qui est intéressant, mais qui est trop resté enfermé dans son époque. Et on s'est rendu compte avec Luc et Aurélien que eux pour l'écriture et moi pour le dessin, on trouvait ça super intéressant de reprendre ce poncif vraiment du héros très positif et de le mettre dans notre monde actuel, donc tant au niveau de l'histoire que du dessin, où clairement je pense que mon dessin est plus c'est pas du tout pour dire que c'est mieux ou moins bien, mais c'est beaucoup plus moderne que ce qui existait déjà. Et justement par rapport à ça, je te coupe, excuse-moi, au niveau du dessin, t'avais des obligations, ou alors soit par ton éditeur ou soit par toi-même en fait en tant qu'artiste, de rendre hommage aussi à ce qu'était Bob Moran avant? Alors, parce que c'est hyper moderne quand même. Enfin, je veux dire, l'approche, que ce soit dans l'équipement militaire, dans le scénario aussi, tu l'as dit, on y reviendra juste après. C'est quand même un titre super moderne, quoi. Ouais, complètement. Non, moi graphiquement, de toute façon, s'il y avait eu la moindre contrainte, j'aurais refusé le projet. Parce que, je dirais peut-être pas avant le dessin, mais on va dire presque à hauteur égale du dessin. Ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est la liberté en fait au quotidien. C'est-à-dire que par rapport à d'autres boulots, j'ai vraiment envie de me lever et de savoir que quand j'aborde ma page, quand j'aborde mon boulot, il n'y a pas un truc qui me fasse chier, un cadre, tu vois, et comme j'ai la chance de pouvoir le faire, et je trouvais ça dommage, surtout que j'en suis à un stade où je pouvais signer autre chose. Enfin, j'ai cette chance-là pour l'instant, qu'il y ait des éditeurs qui veuillent travailler avec moi, donc j'aurais pu faire autre chose. Ça devrait durer quand même. Hein ? Ça devrait durer quand même un petit peu. J'espère, mais bon, on sait jamais de quoi demain sera fait, donc pour l'instant, comme ça marche à peu près, j'aurais pu faire autre chose. Et ce qui m'intéressait, c'était justement d'apporter ma vision de ce personnage. Et je voulais pas de contraintes. Et justement, dans les recherches, c'est Bill Ballantine qui a vraiment, on va dire, comme je disais, qui a fini de nous convaincre qu'il fallait qu'on bosse ensemble là-dessus. Parce que mon Bill, il ne ressemble pas du tout au Bill existant, mais il a plu à tout le monde, enfin au scénariste et à l'éditeur. Donc on s'est dit, là il y a un truc intéressant, parce qu'en fait mes personnages, je les ai designés à partir du scénario, qui n'apportait aucune description physique.
Et voilà, et du coup je trouve que c'est ça qui était vraiment intéressant. Tu m'ôtes un peu les mots de la bouche puisque tu parles en fait d'éléments d'anticipation, de science-fiction et je voulais savoir comment vous avez géré cet aspect-là dans le bouquin parce que c'est presque surprenant la façon dont ça apparaît, ces casques qui permettent d'apprendre. Est-ce que c'était une volonté justement d'introduire un petit peu d'éléments on va dire science-fictionnels dans tout ça ou est-ce que ça permettait encore une fois de servir l'histoire et les sujets? Il y a deux choses, il y a tous ces trucs technologiques, ça nous intéresse et on se questionne beaucoup avec Luc par rapport à ça. Tout le truc, la base de tout le truc, c'est voilà, le progrès c'est toujours très intéressant, mais comment on se sert de ce progrès, qu'est-ce qu'on en fait et vers où on va avec ce truc-là, quoi. Des meilleures idées du monde peuvent naître la pire des catastrophes, quoi. Donc insuffler ça dans Bob Moran, c'était aussi nous permettre de se poser encore plus de questions différentes et des fois pousser un tout petit peu les questions au-delà du plausible avec la science-fiction, ça permet de parler encore mieux de ce qui se passe actuellement, quoi. Là, avec les casques, je trouve qu'on est un peu dans la problématique de ce que font les ONG, qui les dirige, quel rapport ils ont par rapport aux États. Le côté technologique, c'est une invention qui peut être vraiment très intéressante, mais qui peut être aussi détournée facilement. Donc c'est un petit peu toutes ces questions-là qui nous intéressaient. Et surtout qu'on ait un personnage, un vecteur qui puisse porter ces questions-là, quoi. C'est-à-dire que lui, il va morfler, quoi. De la première case à la dernière, Bob Moran, il va souffrir, quoi. Parce que pour nous, c'est son job de souffrir, quoi. Ok, pauvre Bob Moran. Ouais. Mais je trouve que c'était peut-être la plus belle preuve de la modernisation de Bob Moran, quoi. C'est plus un personnage qui était en conflit avec des menaces, on va dire, presque parodiques de méchants à la James Bond, mais avec quelque chose de très réel, quoi. Ouais, là c'est sûr qu'on n'est plus dans les fourmis rouges géantes et tous ces trucs-là. Sauf qu'à l'époque, c'était des courants de science-fiction qui étaient parfaitement, ça reflétait les problématiques de l'époque. C'est vrai que nous, on est dans une science-fiction qui est un peu plus noire et qui est plus connoté avec des problèmes sociaux et de la géopolitique. Le début de Bob Moran, c'est pas un hasard si on l'a posé en Afrique, quoi. C'est là que, il y a encore beaucoup de soucis en Afrique, même si dans les médias c'est pas tellement représenté. Mais non, encore une fois, c'est vraiment je trouve que ce personnage, c'est le vecteur parfait. En fait, c'est une anecdote, on raconte toujours ça. Si on va voir un éditeur avec toutes nos envies de parler des problèmes avec Luc, l'éditeur veut dire « Ouais, c'est très intéressant vos problèmes, mais votre personnage, c'est qui ?» Donc là on dit on sait pas trop. Là on nous dit voilà un personnage très connu, faites-le se confronter à tous ces problèmes-là. Donc là c'était l'occasion parfaite, quoi. Il s'est trouvé que la date de sortie et en l'occurrence le jour de la lecture de l'album pour nous deux, celui qui l'avons critiqué et moi-même, c'était le 13 novembre, ce qui était quand même un petit peu particulier, quoi, surtout vu les thèmes abordés par l'album. C'est quelque chose que tu l'as vécu particulièrement ou pas? Parce que en tout cas nous, dans notre modeste peau de journaliste, ça nous a fait tout drôle de lire Bob Moran à 16h et à 21h de regarder un match de l'équipe de France où tout devient à peu près réalité et où le scénario que tu te disais dans l'après-midi, c'est marrant, c'est à la fois contemporain, en même temps je reconnais bien Ducoudray qui est très capable de faire de l'anticipation politique très réelle, très formelle et probable, ouais. Et le soir même tu te retrouves devant l'horreur et tu te dis bordel de merde, c'est quand même... Et là, et tristement pour le coup la BD devient encore plus moderne et évidemment contemporaine, quoi. Non, oui, ça fait carrément bizarre. Après, c'est vrai que moi, quand je travaille, je suis vraiment dans des réflexions, dans une intellectualisation du dessin. Donc, je suis vraiment dans une recherche narrative, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que je suis pas forcément, je vais pas dire plongé dans l'histoire, mais ce sont pas des questions que je me pose quand je travaille. Ouais, ça sensibilise à l'histoire, la façon de... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'aborde vraiment sur l'aspect du dessin et chaque élément du scénario, je me dis comment je peux mettre ça en scène au mieux pour le raconter. Donc ça me sort un petit peu de la réalité. Après, c'est vrai que moi, déjà en tout début janvier, j'étais déjà sur Bob Moran et avec ce qui s'est passé, c'était assez particulier parce que quand l'histoire a été écrite, quand moi j'ai reçu le scénario, c'est pas des questions qu'on se posait de manière aussi concrète en fait. Dans nos sociétés, on n'avait pas encore eu de trucs qui nous avaient touchés comme ça aussi, personnellement. Moi, je connaissais personne, j'étais pas sur place. Mais on sent quand même que ça a ébranlé autour de nous. Et ça a changé la perception des choses d'à peu près tout le monde de manière indicible, quoi. Oui, voilà. C'est que la menace était concrète, elle était là, et du coup, c'est assez étrange dans le 1 dessiner une scène d'attentat quand ça arrive en vrai. Alors différemment, certes, mais c'est assez particulier. J'ai lu la BD le soir des attentats de novembre et la circonstance parfait concours de circonstances tel qu'il peut en avoir parfois en tombant sur des œuvres et justement en fait la pertinence de votre contenu politique et social m'a frappé du coup encore plus. Est-ce que
c'est peut-être une question un petit peu dérangeante, j'espère qu'elle te met pas mal à l'aise, mais justement, comment vous avez réagi par rapport à la proximité, entre guillemets, parce qu'il y a une vraie distance narrative entre ce que tu as développé, ce que vous avez développé et les événements. Mais en fait, la question s'est absolument pas posée, puisque nous, on a écrit ça il y a déjà plus de 2 ans. Donc les événements, quand ils sont arrivés, on n'était plus du tout dans notre récit. Mais c'est vrai que ça fait écho. Et je trouve que ce qui fait encore plus écho, c'est la secte Boko Haram. Nous, quand on a commencé à en parler, elle n'était pas du tout active. C'est-à-dire que quand les premières exactions, les enlèvements ont commencé juste après. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est gênant d'être autant dans l'actualité ? Après, on s'est dit non, on a le droit de faire une petite prospective et que de toute façon du terrorisme, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. C'est un mode de défense qui est lié au fait qu'il n'y ait plus de conflits terrestres aussi importants. Donc non, on n'a pas fait le rapprochement, on reste quand même une œuvre de fiction, quoi. Il y a d'autres choses que vous avez envie d'aborder avec ce personnage, puisque tu en parlais un petit peu comme un vecteur. Donc j'ai cru comprendre que les 2 premiers albums fonctionneraient de pair. Est-ce que ça sera le cas pour tout le reste de la série, ou est-ce que ça va vraiment aller de sujet en sujet et vous vous adapterez à ces sujets-là ? Alors les deux en fait, c'est-à-dire qu'on a un arc principal qui va traverser tous les albums. Mais tous les 2 albums, on va aborder un nouveau problème. Par exemple, le 2e cycle se passera en Ukraine, avec le problème des sociétés militaires privées, le problème des gazoducs, de l'énergie avec la Russie, etc. Donc on va essayer de pousser un petit peu ce problème. Il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup, déjà actuellement c'est déjà assez compliqué comme ça. Ouais, malheureusement. Mais du coup, Bill va se retrouver mêlé à ça, et il aura besoin d'un coup de main pour s'en sortir. Et les sociétés militaires privées, parce que moi c'est un sujet qui nous intéresse et moi qui me laisse... J'arrive pas à comprendre comment c'est possible, quoi. Ces sociétés militaires qui travaillent impunément en dépit de la loi de Genève. Tu penses à anciennement Blackwater, ce genre de choses. Blackwater, qui s'appelle maintenant, je crois que ça s'appelle Xu, ou Xe, je sais plus. Eux, en fait, ils changent 5-6 fois de nom. C'est comme une entreprise, quoi. L'entreprise fait faillite, on change de nom et on repart. Sauf que là, l'entreprise, ce que vend Blackwater, c'est clairement du mercenariat, mais le plus terrible, quoi. Et ça, c'est des choses, sans vendre la mèche, c'est quelque chose dont on aimerait vraiment que Bob et Bill se confrontent fortement à ça, quoi. Le tome 2 va bien partir dans des considérations encore plus politiques et SF, d'après ce que j'ai pu voir. Sur le tome 2, c'est vraiment l'album qui va finir de définir Bob Moran. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'en ce moment on traite de plus en plus des personnages un peu ambigus, tu vois, avec des personnalités genre est-il gentil, est-il méchant. Bob Moran, c'est le mec qui est juste gentil. C'est un mec qui, ouais, c'est un profondément bon, c'est ça. Et ce qui va être un peu façon Steve Rogers sur certains aspects. Il va se retrouver toujours dans des situations où en fait on va se rendre compte qu'être juste gentil, tu te fais juste niquer en fait, et qu'il va être obligé de trouver des solutions de contourner, de s'en sortir comme il peut. Et du coup il va être obligé de prendre des décisions qui vont pas forcément faire de lui le gentil, comme on l'a déjà vu dans le tome 1 où il pense toujours bien faire, mais en fait il se retrouve à être utilisé par telle ou telle institution. Et le tome 2 ça va finir de le définir en tant que futur aventurier. Par rapport à Bob et ses collègues, il y a des personnages classiques de Bob Moran que vous avez envie de revisiter. Est-ce que c'est aussi une volonté dans cette série ? Parce que j'ai cru comprendre que oui, en lisant le premier tome. Bah oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de personnages qui ont été inventés, et il y en a qui sont toujours super pertinents en fait. Après, je peux pas vous dire les prochains parce que ça serait vraiment spoiler trop, mais ne serait-ce que l'ombre jaune, on le verra beaucoup plus après, on va en apprendre beaucoup plus, et même de l'enfance de l'ombre jaune, qui n'a pas trop été évoqué dans les anciens albums, donc ça c'est super excitant. Ok. Au niveau des postures du personnage, je trouvais que dans le premier tome, il avait une stature et des postures qui le rendaient plus humain que dans ses anciennes versions. C'était voulu. Tu as étudié les différentes poses, les différentes mimiques pour qu'il soit plus humain. En fait, il a un regard brillant, lumineux. Ou alors est-ce que tu veux le casser après tout ça ? Déjà merci, parce que c'est intéressant comme question. Enfin, je dis pas qu'avant ça l'était pas, attention. Mais c'est vrai qu'on me le demande pas forcément ça sur Bob Moran. Non, mais ce qui est intéressant quand tu dis ça, c'est que ça a pas mal été reproché par certains fans de Bob Moran qui disaient mais il est toujours là, il prend pas de décision, il a un peu la tête baissée. Et c'était vraiment recherché, parce que justement, comme je l'ai dit, Bob Moran, il n'est pas encore aventurier à ce moment-là. Il va subir des trucs qui vont le faire devenir aventurier. Et là, c'est juste un mec qui se pose plein de questions, qui comprend qu'être gentil dans un futur proche, en fait, ça sert pas à grand-chose dans un premier temps, parce que tu te fais enfler.
Et du coup, il a vraiment une approche plus humaine parce qu'il est encore dans l'introspection, dans la réflexion, dans que suis-je, que vais-je faire dans ma vie, tout ça. Et par la suite, il aura peut-être un peu plus des attitudes plus posées de héros dans certaines situations, parce que je pense que petit à petit, je vais essayer de faire naître graphiquement l'aventurier, quoi. D'accord. Mais effectivement, pour l'instant, il est un petit peu effacé, il est un petit peu dans le doute. Tu me parlais en off avant qu'on commence cette interview d'un autre projet. Du coup, est-ce que tu peux me le présenter ou nous expliquer, nous teaser de quoi ça parle? Alors, en fait, on a un autre projet au scénario avec Luc, on bosse tous les deux au scénario avec Florent Bossard au dessin. Ça s'appelle Léviathan. Pour le pitcher rapidement, c'est assez simple en fait. C'est Marseille qui se réveille un jour alors qu'elle est à moitié détruite. On ne sait pas ce qui l'a détruit et on s'attache à la vie de 4 personnages pour essayer de comprendre ce qui se passe dans Marseille qui est ravagé à la moitié. Donc en fait c'est un film catastrophe mais qui sert de prétexte à une chronique sociale et politique assez forte, quoi. Et du coup pour terminer, je vois qu'il y a une implantation un peu presque franco-française dans tes dernières histoires, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une forme de modernité avec des personnages français, mais des histoires qui ont Bob Moran peut être vu un petit peu comme un thriller politique, comme il y en existe plusieurs à Hollywood. Et d'après ce que tu me pitch avec Léviathan, ça m'a l'air aussi d'être quelque chose qu'on pourrait voir au cinéma. Est-ce que toi, tu aurais envie d'explorer d'autres horizons vers d'autres médias et éventuellement les salles obscures un jour en tant que scénariste ou pas du tout? Je pense que scénariste, c'est avant tout raconter des histoires. Après, que ce soit des fictions radio, des fictions télé, cinéma, etc., dessins animés aussi, peu importe. Moi, ce qui nous intéresse, c'est écrire des histoires, quoi. Peu importe le format. Ok, ça marche. Écoute, merci pour toutes ces réponses et puis à bientôt alors. Tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose et effectivement, quand on te suit, on sait que tu veux faire de la SF depuis un moment. C'est le prochain projet du coup? Pour l'instant, j'en sais rien. En fait, déjà dans Bob Moran, ce qui me plaît, c'est qu'il y a des éléments de SF disséminés par-ci par-là. Donc je peux déjà faire un bras bionique, je peux faire des drones robotiques. Dans le tome 2, il y a encore d'autres trucs qui vont arriver qui vont être vraiment sympas à ce niveau-là. Après, pour l'instant, j'ai rien de prévu de précis. Là, t'es sur Bob Moran 2 en ce moment? Ouais, là, je suis sur Bob Moran 2, je suis à la page 19. Ok. Donc ça avance. Il devrait sortir en octobre prochain, normalement. Vraiment, un par an, ça serait top. Ouais. Après, petit à petit, je pense que moi, je vais réfléchir à un one-shot à côté, soit avec quelqu'un à l'écriture, parce que je pense que moi, je suis pas encore prêt pour faire un truc moi-même. J'aimerais bien un tous terme, les dessinateurs se pensent pas prêts pour écrire jusqu'au jour où ils se lancent en fait. Ben, c'est exactement ça, et moi j'ai des trucs pour moi que je développe, notamment un gros truc de SF, mais je pense que c'est pas assez mûr pour que ce soit intéressant à développer maintenant, quoi. Je pense que je serais pas prêt. Mais là je vais me concentrer sur Bob Moran et puis voir si petit à petit il y a des one-shots éventuellement qui arrivent dans le sillage, quoi. C'est un bon programme.